Et bah ça y est, on y est. Après des mois et des mois d'attente, la traque mortelle, c'est pour maintenant. Et on va essayer de détailler un petit peu tout ça pendant ces quelques minutes. Allez, c'est parti. On commence ce chapitre qui s'appelle Kogane avec un Akari qui se fait mettre au parfum des dernières nouvelles du monde de Jujutsu, à savoir le scellage de Gojo dans la prison du Gokumonkyo et la mort tragique du principal Yaga. On enchaîne avec une petite séance de négociation puisque si Akari accepte d'aider l'école de Tokyo, ce sera pas sans contrepartie. Comme il l'a dit la semaine dernière, c'est donnant-donnant et lui ce qu'il veut, c'est continuer son petit business du Fight Club tranquille et pour ça, eh bien, il faut changer les règles de l'exorcisme. Et c'est là que Megumi abat sa carte chef de clan, ce qui a l'air dans un premier temps d'étonner Akari et Kirara, qui finalement se laissent assez facilement convaincre devant l'avantage d'avoir un chef de clan de leur côté. Sauf que nous, on apprend à ce moment-là en tant que lecteur que ces événements se passent en parallèle du massacre du clan Zenin par Queen Maki et surtout la demande de destitution du clan par les autres familles. Donc quand Akari saura ça, est-ce qu'il sera toujours aussi disposé à les aider ? À voir. Bref, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir passer à la partie un peu plus technique, puisqu'arrive Kogane, une tête de mouche, une sorte de tout petit fléau attribué à chaque participant, qui va nous exposer une nouvelle règle de la traque mortelle, parce que si vous pensiez qu'on en avait fini avec les règles, c'est que vous êtes comme moi, extrêmement naïf. Bref, cette règle nous explique que maintenant, chaque participant pourra avoir accès à certaines infos des autres, comme pour avoir son nombre de points, s'il a ajouté une nouvelle règle ou non, ou encore avoir sa position géographique. Et c'est là qu'on nous introduit un des deux nouveaux participants à la traque mortelle, Kashimo Hajime, dont on parlera en détail un peu plus tard. Retour auprès de notre groupe d'étudiants où par la présence de Kogane, Yuji comprend qu'il participe par défaut à la traque mortelle, et on apprend alors que les reliques maudites comme les doigts de Sukuna par exemple sont en fait des restes de pactes que Kenjaku a passés avec des exorcistes il y a 1000 ans. Mais selon Megumi, ça ne tient pas la route puisque Yuji est censé avoir mangé les doigts de son propre chef et non par le biais d'un pacte. Alors, interprétation personnelle, soit ça renvoie à l'arc Shibuya quand Jogo lui en a fait avaler toute une tripotée d'un coup là pendant qu'il était inconscient, soit on peut revenir au tout début du manga quand il avale son tout premier doigt pour sauver Megumi. Et si vous aviez bien suivi, normalement, la mère de Yuji était en fait un corps incarné par le cerveau Kenjaku. Et donc, on peut imaginer aussi qu'il aurait pu avoir une influence sur lui à ce moment-là pour qu'il avale le doigt de Sukuna. On peut aussi imaginer quelque chose comme ça. De toute façon, je pense de plus en plus que Kenjaku est un antagoniste à la Aizen qui prévoit ces trucs sur des générations. Et je suis persuadée également que là, son plan se déroule exactement comme il l'avait prévu. Je vous laisse à cette interprétation. On continue avec l'exposition du plan de Megumi, puisque je te le rappelle, mais son but à lui c'est de sauver Tsumiki, sa sœur, en ajoutant une règle à la traque mortelle qui lui permettrait de quitter le jeu. Mais pour ça, il faut atteindre la barre des 100 points. Donc lui, ce qu'il propose pour éviter de tuer des gens, c'est de trouver des exorcistes ayant déjà dépassé cette barre et de leur demander d'ajouter cette fameuse règle. Alors perso, moi je trouve le plan assez aléatoire, puisque c'est pas parce qu'ils trouveront des exorcistes à 100 points et qu'ils s'en foutent de la traque mortelle qu'ils seront forcément d'accord pour les aider, à moins qu'ils utilisent leurs points pour les convaincre, ce qui est totalement envisageable. En tout cas, on peut facilement imaginer que le plan ne se déroulera pas comme prévu, et c'est pas plus mal, c'est ça qui fait un peu le sel du manga. Et on conclut donc avec le fait que si d'un côté, l'ange qui annule les techniques d'exorcisme est leur objectif pour déceler Gojo, eh bien leur objectif à court terme est de trouver ceux qu'on nous présente maintenant sur une seule et même page, Higuruma Hiromi et Kashimo Hajime, avec mon meilleur accent japonais. Alors je vais revenir sur ce qu'on sait de ces deux nouveaux personnages. On a d'un côté Hiromi, alors lui on l'a déjà vu en fait vers la fin de l'arc Shibuya. On le voit en fait dans une case où on n'a que la moitié de son visage, mais il porte les mêmes vêtements et surtout il m'a semblé avoir reconnu le même espèce de pins qu'on peut voir sur le revers de sa veste. Lui il tient dans sa main un marteau de juge, donc sûrement comme Nobara c'est un instrument de sa technique d'exorcisme. Et de l'autre côté on a Hajime, alors lui on en sait un peu plus, on sait qu'il était là il y a 400 ans, donc sûrement un des exorcistes ramenés à la vie par Kenjaku. Et on sait aussi qu'il connaît Sukuna. Alors, est-ce qu'il le connaît juste de nom ou est-ce qu'il l'a déjà rencontré ? On ne sait pas. Quelles sont ses intentions envers lui ? On ne sait pas non plus. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas là pour rigoler, puisque selon Yuji, il a déjà tué près de 40 personnes. Lui, il se bat aussi avec un instrument et
ça ressemble à une espèce de bâton un peu ciselé, ou alors c'est peut-être une canne puisqu'il m'a semblé avoir vu un pommeau sur le dessus. Bref, il a l'air plutôt puissant, ça nous promet encore de la belle bagarre en perspective. Graphiquement, il y a rien de très, notable, hein, cette semaine, si ce n'est, la page où on nous présente Hajime pour la première fois, qui est extrêmement classe avec une belle intensité dans le regard. Sinon, on est globalement dans la moyenne de ce que nous fait, Akutami d'habitude. À titre personnel, j'ai vraiment apprécié ce chapitre, j'ai pas boudé ma lecture. J'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça à comprendre, contrairement à ce que j'ai pu lire, ça et là. Les 2 personnages introduits m'intriguent pas mal, hein, surtout Hajime, comme tout le monde, je pense. Et j'ai hâte de voir tous les autres partir dans les colonies. J'espère juste que maintenant qu'on y est, hein, dans la traque mortelle, que Gege ne va pas partir dans un rythme effréné comme il a pu nous faire avec Shibuya, et qu'il arrivera vraiment à ménager les moments de calme et de tension. On verra bien, mais c'était vraiment le truc qui m'avait dérangé dans Shibuya. Je trouvais que ça allait vraiment trop vite, donc j'espère que là, il arrivera à baisser un peu le rythme, tout du moins mieux le gérer. En termes de réaction, c'est plutôt positif, hein. Bon, on a bien ceux qui n'ont rien compris, hein, et qui ont lâché l'affaire. Alors, si c'est ton cas, moi je t'invite à aller faire un petit tour sur YouTube, faire tes petites recherches. Il y a plein de vidéos qui ont été faites en français, hein, et très bien faites, et qui expliquent donc tout ce truc avec Kenjaku, Tengen, l'assimilation, etc. Donc voilà, regarde ces quelques vidéos et je pense que tout de suite, ce sera beaucoup plus clair pour toi, je vais y arriver. Voilà, ça serait un petit peu dommage de lâcher l'affaire maintenant qu'on y est enfin. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 159. Et en attendant, j'ai sorti un podcast présentation sur Kaiju numéro 8. Alors, si tu ne connais pas encore cette petite pépite, je t'invite à l'écouter de ce pas ou un peu plus tard. Tu fais comme tu veux après tout, hein, je ne vais pas te dire ce que tu as à faire. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.